Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier tome du cycle 7, Une lueur dans la brume. Bonne vidéo. Une lueur dans la brume, et non une lueur dans le brouillard, la conclusion épique du cycle 7 est enfin sortie le 2 avril dernier. Je vous fais un petit résumé avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors que l'imposteur règne sur la forêt sombre et menace l'équilibre autour du lac, nos trois protagonistes, Soie de Gel, Racine des Sources et Œil d'Ombre, vont tout faire pour l'arrêter. Le dernier tome s'était conclu par le retour d'entre les morts de Poil d'écureuil et des étoiles de ronces, tout en laissant Racine des Sources seul dans la forêt sombre, face à tous les sbires de l'imposteur. J'ai bien aimé ce sixième tome. Contrairement au dernier qui m'avait déçu, où il se passait rien, celui-ci est très généreux et offre une très belle conclusion au livre avec un fanservice intelligent. Cependant, quelques points récurrents commencent à m'énerver. Sans spoiler, disons aussi que l'antagoniste de ce livre possède un pouvoir jamais vu avant, mais n'est pas non plus très inquiétant. Les trois protagonistes sont toujours aussi excellents que depuis le début du cycle, et c'est émotion assurée lors de la fin de ce tome. Je dis encore l'antagoniste pour ne pas spoiler, même si vous me regardez, c'est que vous avez sûrement lu au moins Ténèbres intérieures, où était révélée l'identité de l'imposteur, mais nous, contrairement au fandom où il y a plein de spoils, on n'est jamais trop prudent et on préfère ne pas spoiler tout le monde. Il y a peut-être des brebis égarées qui n'en sont que au cycle 1, donc on ménage tout le monde. Maintenant, passons aux résultats du sondage. Les retours pour ce dernier livre ont été plutôt positifs. En effet, sur les 39 votes qu'on a reçus, 62% des gens l'ont trouvé incroyable, 33 sympa, personne n'a été déçu et 5% des gens ne l'ont pas aimé. Ça reste un bon score même s'il est un peu en recul par rapport au Lieu sans étoile qui était lui aussi pas mal en recul vis-à-vis de Ténèbres intérieures. Mais comme c'est que depuis ce cycle que l'on fait des sondages, je ne peux pas comparer avec d'autres cycles, c'est un peu compliqué. Par contre, quand le cycle 8 sortira, là on pourra vraiment faire des belles comparaisons. Je suis d'accord avec Maurice Lison qui dit que le livre n'est pas parfait mais offre une très belle conclusion. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous intéresserait de faire une vidéo bilan du cycle 7 où on reviendrait sur l'entièreté du cycle, un peu comme La Nuit des Clans le faisait avant. Mais dans ce cas-là, ça serait peut-être plus intéressant de faire un débat avec plusieurs personnes qui l'ont aimé, moins aimé, et faire ça peut-être en live. Donc je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Maintenant, on va rentrer dans la partie spoiler, donc attention à tous ceux qui n'ont pas encore fini le livre. Que dire de ce final? C'était grandiose. Mais avant de parler de tout ça, évoquons les grands thèmes de ce livre. On commence avec Pelage de Granit qui, dans le prologue, nous dévoile son plan, un peu comme un bilan du cycle 7, même si je suis pas convaincu que ce soit aussi facile que ça de creuser un tunnel entre ces deux mondes, mais bon, admettons. Dans le prologue, le point de vue est celui de Pelage de Granit, donc ça nous permet de mieux comprendre les motivations de l'imposteur. Ensuite, évoquons le pouvoir de Pelage de Granit, qui est celui de contrôler les esprits par la pensée. Sauf qu'on ne sait pas bien comment ça marche. Est-ce que pendant qu'il est concentré, il peut se battre, se défendre? Est-ce qu'il peut seulement bouger? Et comment on fait pour briser son lien? Comment les esprits le font? Enfin, c'est un peu bizarre tout ça. S'il peut attirer des esprits que d'anciens guerriers en attente du clan des étoiles, pourquoi il ne pourrait pas le faire sur ceux de la forêt sombre et ceux du clan des étoiles qui sont aussi des esprits? Tout ça m'a semblé un peu brouillon, même si ça me plaît sur le papier. Il devait tenter ça dans la guerre des clans et maintenant que c'est fait, c'est fait. Je sais que pas mal disent que ce cycle est trop bizarre, trop surnaturel, mais moi je préfère ça plutôt que des cycles inintéressants. C'est un vrai risque pris. Aussi, Pelage de Granit n'est jamais très convaincant. Il est plus muet par la tristesse que par la haine. On sait depuis le début qu'il ne va pas gagner, il ne peut pas gagner. Il ne tue aucun chat, il fait toujours des menaces, mais ça n'aboutit jamais. Tous les protagonistes sont tour à tour prisonniers et il ne se passe rien, ils s'échappent à chaque fois. C'est pas possible d'être aussi incompétent. Ça, on devient vraiment saoulant. Genre les protagonistes qui disent je doute que Pelage de Granit épargne machin, mais ça fait depuis le début qu'il vous épargne et qu'il tue personne. À chaque fois on lui dit que Paul d'écureuil ne reviendra pas et il fait le surpris. Enfin ce mec est vraiment trop débile. J'ai écrit ça sur mon carnet en lisant. Les réactions de Pelage de Granit sont vraiment celles d'un demeuré.
Aussi, il y a un petit peu trop de poursuites dans ce tome entre les protagonistes et les chats contrôlés, et il ne les tue jamais, et ces passages ne sont pas vraiment agréables à lire. Un autre point que j'ai aimé, déjà présent dans le dernier tome avec Patte de Neige, est le traitement des personnages de la forêt sombre. Les personnages de la forêt sombre sont nuancés. Ils ont commis des actes horribles, et certains semblent vraiment le regretter. Ils veulent se racheter, ou au moins essayer de sauver leur territoire. C'est pour la plupart des chats qu'on ne connaît pas, ou très peu, et parfois on se demande bien ce qu'ils ont pu faire pour arriver là. J'ai fait mes recherches, et je vais vous présenter les 6 chats qu'on voit le plus dans ce tome. Patte de neige, faucon d'argent, griffe de genièvre, sol rouge, aile de moineau et queue de verre. Commençons avec Patte de neige, qui est sûrement le chat préféré de beaucoup maintenant. Alors, ça a été un guerrier de la forêt sombre et il a suivi les autres pendant le cycle 4 pour s'entraîner dans la forêt sombre. Mais malheureusement, il s'est fait déchirer par queue de rat. Et donc, depuis, il est dans la forêt sombre. Alors, ça, on ne sait pas trop pourquoi il y est. Il a sûrement fait des choses mal durant son vivant. J'espère d'ailleurs qu'il y aura une nouvelle sur lui, ça serait sympa. Il a pris part à la grande bataille, mais bon, voilà, c'était pas vraiment un des principaux, c'était plutôt une victime qui s'est fait manipuler. Maintenant, passons à Faucon d'Argent. On ne sait pas son clan, mais il aurait, de son vivant, tenté de tuer son chef pour que son fils, qui était le lieutenant, puisse prendre sa place. On le voit dans la promesse de l'élu, c'est lui qui a aidé Griffe d'Épine dans la forêt sombre à s'entraîner. Et donc, alors qu'il était plutôt quelqu'un de mauvais dans sorcellerie, là, il se repentit. Je n'ai pris que des mauvaises décisions, mais maintenant j'ai compris ce que signifie être un vrai guerrier et tout risquer pour les autres. Si je peux me racheter en vous aidant à vaincre Pelage de Granit, alors je le ferai. Maintenant parlons de Griffe de Guenièvre, qui est le chat le plus récent parmi ceux que j'ai choisis. C'est un personnage que j'avais un petit peu oublié, il apparaît dans le cycle 6 au début. Il a été dans la lignée de Plume Sombre, puis s'est repenti et a été lieutenant sous Étoile du Tigre au début, mais il a empoisonné la pile de gibier du clan du ciel, a été puni, puis a fait une dernière bonne action en sauvant Petite Ombre et Violette Brillante de la noyade. En plus, il vient d'une famille importante parce que sa mère est Aube Claire, elle-même la fille de Pelage d'Or, qui est littéralement la fille du premier Étoile du Tigre. Je trouve ça plutôt bien qu'il ait été mis comme gardien du passage entre le clan des étoiles et la forêt sombre, même si peut-être qu'un jour ça se retournera contre les clans, parce que quand même laisser cette responsabilité à un chat aussi peu fiable, enfin qui semble avoir changé, mais tout de même c'est un peu risqué je trouve. Ensuite, il y a Saule Rouge, qui était guerrier du clan de l'ombre sous Étoile de Jet. Il a été assez important lors de la bataille de la forêt sombre puisqu'il a convaincu pas mal de chats de se rallier à leur cause. Il a été tué par ce même Étoile de Jet lors de la grande bataille et a rejoint ensuite la forêt sombre. Le dernier est Aile de Moineau, qui s'appelle d'ailleurs Œil de Moineau avant, donc il y a eu vraiment une faute de traduction puisque son nom a changé entre deux tomes. On l'a déjà vu dans le cycle 4, mais contrairement à d'autres, on ne connaît ni son clan ni son histoire. C'est un ancien résident de la forêt sombre, qui semble non pas repenti, mais qui veut plutôt essayer de sauver sa peau, parce qu'il voit que le plan de pelage de granit ne marche pas. Enfin, il y a Queue de Verre, qui est l'un des esprits les plus anciens de la forêt sombre. Apparemment, il viendrait du clan de l'ombre, et donc il y a une histoire qui n'est pas vraiment canon, mais apparemment il est surnommé comme ça Queue de Verre parce qu'il s'est fait mordre la queue par un renard et qu'ensuite sa queue a été infectée par des vers. Les Erin ont vraiment réussi à nous faire ressentir du regret et de l'affection pour ces chats, jusqu'à ce que le lecteur espère leur retour au clan des étoiles. J'ai trouvé que chez les vivants, ils mettaient beaucoup de temps à se décider, mais c'est aussi les conséquences du cycle qui a fragilisé les clans. Quand ils en viennent à douter du clan des étoiles, ça m'a déchiré le cœur et confirmé qu'Étoile de Brume change très vite d'avis. Mais les clans, qui ont installé leur tente autour de la source de lune, ont finalement choisi une super Dream Team pour aller dans la forêt sombre. Étoile de Brume, Plume de Jet, Violette Brillante, Plume Grise, et enfin Lumière Bondissante, remplacée très vite par Œil d'Ombre, qui est blessé, donc pas forcément le meilleur choix. Ce changement entre Lumière Bondissante et Œil d'Ombre est justifié dans le livre, mais bon, c'est un peu bizarre qu'elle ne puisse pas y aller parce qu'elle a trop peur, tout ça. C'est surtout une facilité scénaristique pour qu'Œil d'Ombre soit présent dans la forêt sombre. C'est vrai qu'Œil d'Ombre fait un nombre de voyages entre les vivants et les morts qui est assez conséquent. C'est littéralement que des personnages majeurs qui ont été choisis,
emblématique et c'est difficile de faire mieux, même si Plume Grise n'était pas stratégiquement le meilleur choix. Même si je pense qu'il va plus dans la forêt sombre pour le fun et qu'il a assez hâte d'aller au clan des étoiles. On voyait vraiment venir sa mort. Depuis qu'il est revenu au premier plan, alors qu'il était aux oubliettes depuis 2 cycles, on sentait bien qu'il allait y passer un jour ou l'autre. Mais bon, il a une fin mémorable, contrairement à d'autres. Ce livre marque aussi le retour de guerriers déjà morts, l'arrivée d'Étoiles de Feu est le meilleur moment du livre selon moi. Elle m'a vraiment surprise, comment il entre tout en discrétion puis demande le contrôle du corps de Racine des Sources, ce passage était vraiment savoureux. Et puis il a foutu la pâtée à Éclair Noir et ça fait plaisir. Dans les autres revenants, il y a bizarrement que des chats emblématiques qui se réunissent, les couples et amitiés historiques sont reconstitués et ça fait vraiment plaisir. Plume Rousse tout seul, je m'y attendais pas. Maintenant parlons de l'éléphant au milieu de la pièce de la mort de Soie de Gel. Elle n'a pas été vraiment tuée par Pelage de Granit, c'est plutôt elle qui est tombée avec lui pour le tuer. C'était un beau sacrifice et le dévastement de Racine des Sources m'a fendu le cœur et c'est vraiment compréhensible. On se met dans sa peau, on ressent avec lui la souffrance, c'est assez tragique. Ils étaient vraiment trop choux ensemble et j'aurais vraiment aimé qu'ils puissent être ensemble et élever ensemble leur chaton futur au clan du tonnerre. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment été surpris de sa mort parce que je savais qu'un des deux allait y passer à cause de ce commentaire sous la critique du lieu sans étoile, donc merci Étoile d'Or. Je salue la décision des Hérines de tuer un personnage majeur, car je trouve que dans les œuvres de fiction, les grandes morts inattendues des héros sont les plus belles. La bataille finale ne m'avait pas vraiment transcendé et j'étais content d'avoir une belle fin. En effet, pendant la bataille de fin, j'ai pas vraiment eu très peur. Il y a beaucoup eu de je vais mourir, oh là là, pas mal de changements, de retournements, avec Plume Sombre qui se fait dézinguer, mais j'ai pas vraiment eu peur pour les protagonistes, à part lors de la fin, justement. Par contre, peut-être que Œil d'Ombre n'est pas responsable vraiment de sa mort, mais quelle idée de l'avoir fait venir alors qu'il était blessé depuis la fin du dernier tome, c'est vraiment débile. À la fin, lorsque Œil d'Ombre perd son pouvoir, je trouve ça plutôt cohérent, mais ça m'a fait de la peine de le voir un peu isolé des autres guérisseurs. Il faut aussi qu'on parle de la petite visite guidée de la fin au clan des étoiles et surtout du nouveau code du guerrier. Certaines retrouvailles m'ont fait sourire, notamment Plume de Jet entre Feuille de Lune et Jolie Plume, et Plume Grise entre Millie et Rivière d'Argent, même si Racine des Sources n'a pas lu la Guerre des Clans comme nous, apparemment, petit chanceux. La remise en question du code est intéressante et légitime. J'ai bien aimé la métaphore de Feuille de Lune. Je comprends les réticences de Gripoil et Ciel Bleu à changer, mais il était vraiment temps. Les clans ont beaucoup évolué et ils ont compris qu'ils devaient s'unir plutôt que se battre pour des bêtises. Je sais pas si ça sera dans le prochain tome, mais comme j'ai The Ultimate Guide, j'ai les nouveaux codes. Donc mettez pause si vous êtes intéressé. Et d'ailleurs, allez voir ma vidéo sur The Ultimate Guide qui n'a pas très bien marché et dont je suis très fier. Parmi les grandes nouveautés, il y a la destitution possible du leader d'un clan sous certaines conditions, ou alors la possibilité de changer de clan pour vivre avec son compagnon. On ne va pas détailler ici tout, parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça, et que ça sera sûrement le sujet d'une prochaine vidéo. Le livre aurait vraiment pu être mieux sans quelques incohérences de l'univers. J'ai pas compris pourquoi il ne pouvait pas choisir de se réveiller pour partir de la forêt sombre. C'est peut-être à cause des sœurs, mais pour moi ça n'en fait pas une justification acceptable. Ensuite, la fameuse eau noire dans laquelle il ne faut surtout pas tomber, où un des gars de la forêt sombre meurt d'ailleurs, est un peu bizarre parce que dans le tome d'avant, Éclair Noir tombe dedans et en ressort vivant, sans rien. Donc j'ai pas vraiment compris ça. Ensuite, ils disent que pour rétablir la forêt sombre et le clan des étoiles, il faut détruire la barrière. C'est d'ailleurs pour ça que Œil d'Ombre est allé chercher de l'aide. Mais là, une fois qu'ils ont l'aide, ils vont directement foncer pour tuer Plage de Granit. Donc encore une fois, j'ai pas compris pourquoi ils n'étaient pas allés à la barrière et essayer de détruire la barrière. Ça allait peut-être pas marcher, mais ils auraient dû le faire parce que c'était ça qu'ils avaient annoncé. Donc ça, j'ai pas trop compris et je trouve que c'est un peu gênant. Un défaut récurrent est aussi qu'il surexplique tout le temps. Je sais pas si c'est parce que j'ai grandi ou s'il y a toujours eu ça dans la guerre des clans, mais c'est tout bonnement insupportable. Il se répète encore et encore, et c'était pour ça que j'ai trouvé le lieu sans étoile vide, qui aurait pu tenir en 50 pages. Celui-ci est plus épais,
Mais ils auraient pu condenser les deux en un seul tome de 300 pages, ça aurait été plus agréable à lire. Peut-être que rester sur 6 tomes par cycle les enferme et les oblige à faire monter la sauce très lentement. Quitte à réexpliquer la situation encore et encore, par exemple à chaque fois qu'un personnage arrive. Le livre s'ouvre avec une grossière faute de traduction, avec feuille de houx qui a été remplacée par pelage de houx. Sinon, il y a quelques majuscules qui manquent, mais aussi, j'ai remarqué 4 nouveaux mots dans ce livre, et comme pour Ténèbres intérieures, je vous mets la définition à côté pour que ça puisse enrichir votre vocabulaire. Le livre se finit quand même sur une bonne note, avec Œil d'ombre et Racine des sources, qui reprennent espoir et goût à la vie. Ça prendra du temps à se réparer. Pour conclure, on ressent vraiment la dimension épique de ce livre qui se veut être la fin d'un cycle et la fin d'une ère. Il comporte peu de chapitres, seulement 24, mais des chapitres plutôt longs, parfois plus de 20 pages, sauf le chapitre 19 qui fait seulement 4 pages. Donc là, on voit vraiment qu'elle a privilégié la cohérence en termes de changement de point de vue, et c'est bien. Il y a aussi près de 70 pages entre la fin de la bataille et la fin du tome, et ça montre le soin pris de clore le cycle comme il se doit. J'ai très hâte de découvrir le cycle 8, mais aussi le hors-série de Plume Grise. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets les photos de mon carnet que j'ai tenu en lisant le livre pour vous faire la critique la plus précise possible. Et voilà, c'est fini pour cette longue vidéo. De base, je voulais faire la vidéo 3 jours après la sortie du livre, mais je me suis dit que c'était tout bonnement impossible et que j'allais devoir passer sous silence beaucoup trop de points importants. Donc j'ai voulu faire cette critique plus longue. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter. Là, j'ai vraiment plus de voix. Ça fait depuis le début de l'enregistrement que je suis malade avec les allergies, tout ça. Mais voilà, je vous fais la vidéo à temps et ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. Nous, on se dit à 3 semaines pour une vidéo sur les couvertures dans la guerre des clans. À bientôt!